et l'office public. Remercier aussi les collègues IEN et conseillers pédagogiques qui nous rejoignent ou vont nous rejoindre pour contribuer aussi à répondre aux questions que vous vous posez. Une présentation qui durera à peu près, je pense qu'on aura une réunion d'à peu près 1 heure, peut-être un peu plus, et l'enjeu étant de répondre à la fois aux questions que vous avez posées lors de votre inscription et de vous donner un certain nombre de reposer un certain nombre d'informations générales sur ce dispositif-là. Donc nous serons à peu près entre 60 et 70 participants quand tout le monde sera arrivé. Je rappelle aussi quelques règles de bonne hygiène dans le cadre de ces webinaires, puisque il peut arriver parfois que on ait un peu d'agitation sur les micros et de croisement. Donc sur un plan technique, je vous remercie et je vais m'en tenir à ça aussi de couper les caméras pour favoriser et pour permettre à ce que chacun et l'application et nos fonctionnements bénéficient d'une bande passante suffisante, et de demander la parole avant de la prendre, donc avec la petite main que vous avez la possibilité de lever. Je pense que la période sanitaire que nous vivons aura eu un bénéfice, c'est de permettre à chacun de pratiquer ce genre d'exercice. Donc je pense que tout le monde est largement rompu à la manipulation de cet outil, mais je préfère le rappeler. Bien. Donc, je viens de voir que Didier Agar, ITR sur l'Académie de Toulouse, nous a rejoint aussi. Rebonjour à lui. Donc cette présentation du dispositif Enseignant Professeur mis en place dans l'Académie de Bordeaux, première académie qui se lance là-dessus, pour la 10e année finalement, puisque l'Académie de Bordeaux a déjà rodé le dispositif Enseignant Professeur l'an dernier. Donc il y a cette année actuellement des enseignants en formation sur ce format de formation, format qui évolue donc au fur et à mesure au fil du temps, puisqu'il a pris la forme de bourses d'enseignement initialement, qui se sont transformés en un dispositif un peu plus complet dont nous allons détailler l'économie. Donc, dispositif enseignant, professeur, qu'est-ce que c'est? C'est un... Ah, attendez. Voilà. L'enjeu, c'est un dispositif dont nous allons présenter l'économie et qui a fait l'objet de questionnements de votre part. Donc nous allons essayer également, dans le cadre de cette présentation, d'apporter une réponse aux questions récurrentes que vous vous posez, assez légitimes. Et puis ensuite, on laissera la parole autant que faire se peut, la place à un échange, mais vous comprendrez que le contexte dans lequel nous organisons la réunion et l'effectif de la réunion ne permet pas d'entrer dans le détail de chacun de vos questionnements. Donc, il sera toujours possible d'échanger par mail par la suite. Alors, la formation enseignant-professeur, elle est en place sur l'Académie de Bordeaux, elle se met en place et elle sera en place cette année, à la rentrée prochaine, dans l'Académie de Toulouse, et elle est en cours de négociation sur les académies de Montpellier et Limoges. Qu'est-ce que c'est que la formation enseignant et à qui s'adresse cette formation enseignant? C'est une formation qui s'adresse à tous les profils, que ce soit des enseignants du premier degré ou du second degré, même si les contextes d'exercice qui en découlent sont différents à l'issue de la formation, tous les enseignants, donc premier et second degré, peuvent bénéficier de cette formation, pour peu qu'ils soient en poste au sein de l'éducation nationale, dans le premier et dans le second degré, ou alors
en disponibilité, donc ce peuvent être des enseignants qui soient en rapprochement de conjoints et qui bénéficient d'une année de disponibilité à ce titre-là pour suivre leur conjoint ou de disponibilité spécifique, ou bien d'enseignants qui pourraient bénéficier de congés de formation, sachant qu'il faudrait que le congé de formation soit compatible avec la durée de la formation, et on y reviendra par la suite. Cette formation s'adresse à tout le monde, premier et second degré. Vous êtes tous issus du premier ou du second degré dans les personnes présentes dans le cadre de ce webinaire, et tous en poste dans l'Académie de Bordeaux pour les personnes qui se sont signalées. Alors, à quoi ça sert de monter un dispositif comme enseignant-professeur? Ça sert à répondre à un enjeu, donc conjointement Éducation nationale et Office, à un enjeu important, suite au constat que le premier facteur limitant à la mise en place d'une politique publique en faveur d'un enseignement bilingue français-occitan, c'est le nombre d'enseignants capables d'assurer cet enseignement et de parler de manière satisfaisante pour ce faire la langue occitane. Et donc, si l'on souhaite conduire une politique, ce qui est le cas de développement de cet enseignement bilingue, il fallait répondre à cette difficulté-là, sachant que le concours spécifique de recrutement d'enseignants dédiés à ce type d'enseignement ne permet pas de répondre aux besoins de l'existant, des dispositifs existants. Voilà. Donc, du point de vue de l'institution, l'intérêt, c'est de répondre à ce besoin-là. Pour vous, quel peut être l'intérêt? C'est peut-être dans un premier temps par rapport aux rudiments que vous pouvez avoir d'apprendre et de transmettre, d'apprendre pour vous éventuellement, et de transmettre la langue du territoire néo-aquitain et au-delà. C'est aussi inscrire vos pratiques dans une logique d'innovation pédagogique, puisque n'importe comment enseigner dans un contexte bilingue suppose de mettre en œuvre des gestes professionnels qui ne sont pas forcément à l'œuvre dans votre classe au moment où on se parle. C'est de permettre à vos élèves d'accéder aux bénéfices cognitifs du biplurilinguisme, que l'on ne détaillera pas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais effectivement, quelques recherches vous permettront de réaliser qu'il y a des bénéfices cognitifs au plurilinguisme, dans un pays, notamment dans un pays largement monolingue comme le nôtre. C'est aussi l'occasion de mieux prendre en compte la et les langues dans le cadre de vos enseignements, y compris la langue française, puisqu'à partir du moment où on interroge la place des langues étrangères dans des dispositifs d'enseignement, on interroge aussi nécessairement ce que l'on fait avec la langue française dans son enseignement. Et enfin, ça peut être l'occasion, l'opportunité, c'est souvent vécu de cette manière-là, de donner une nouvelle dimension à votre carrière, d'acquérir une spécialisation et de réinterroger, pourquoi pas, le contexte, voire le degré d'enseignement dans lequel vous exercez, ce qui est le cas et qui revient parmi les questions que certains d'entre vous ont pu poser. Voilà donc pourquoi mettre en place un tel dispositif. Alors à quoi est-ce que ça ressemble un dispositif enseignant-professeur dans l'Académie de Bordeaux pour la rentrée prochaine? Le calibrage a été arrêté avec le rectorat de Bordeaux sur 10 enseignants du premier et second degré, et auxquels s'ajoutent 2 enseignants qui seront retenus sur liste complémentaire. Donc, qui dit liste complémentaire dit participation en cas de désistement, bien évidemment. C'est une formation qui s'échelonne sur 10 mois complets
de formation sur une année scolaire. 10 mois complets de formation sur une année scolaire, ça fait une année scolaire. Avec un engagement partenarial, et c'est là que se situe le partenariat entre le rectorat de l'Académie de Bordeaux et l'Office public de la langue occitane. D'un côté, le rectorat garantit le maintien du salaire à 100% de l'enseignant qui part en formation, donc le maintien total du salaire, ce qui n'est pas le cas quand on demande un congé formation. D'une manière générale, quand on demande un congé formation, on bénéficie de 85% de sa rémunération habituelle. Là, le rectorat s'engage, et c'est notable, à maintenir 100% de la formation pour les enseignants. Du point de vue de l'OPLO, sachez que c'est aussi un engagement financier, puisque l'OPLO finance, sur la base d'un cahier des charges établi, des organismes de formation, des structures qui participent à votre formation dans le cadre d'un marché public. Donc ces structures-là interviendront l'an prochain dans un cadre bien défini. Encore une fois, le marché public est posé sur la base d'un cahier des charges et avec des partenaires habituels connus comme la structure dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le CAPOC à Pau, organisme de formation, d'édition, de recherche-action aussi et d'animation pédagogique, qui traite plus particulièrement de la question des gestes professionnels liés à l'enseignement bilingue. Alors, il y a un collègue, je pense que c'est Frédéric, qui a branché son micro. Et il faudrait qu'il le coupe parce qu'on entend des appareils derrière. Donc, maintien du salaire par le rectorat, financement de l'organisme de formation par l'OPLO. Merci beaucoup. Avec assorti un engagement de votre part qui consiste à enseigner, alors on y reviendra un peu plus longuement par la suite parce que c'est un vrai sujet, à enseigner pendant 5 ans l'occitan et ou en occitan, à passer le diplôme de compétences en langue, on reviendra aussi sur ce que c'est que le DCL, des diplômes de compétences en langue, et l'habilitation en occitan. L'objectif étant, l'objectif que nous partageons, qui est de vous faire atteindre un niveau B2 C1, B2, alors quand je dis B2 C1, c'est du cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, B2 C1, B2 qui est le niveau minimal requis pour l'enseignement bilingue. Voilà, donc un objectif de niveau de compétences bien calibré. Et ensuite, dans la mesure où le rectorat s'engage à maintenir l'intégralité du salaire, il y a quelque part une contrepartie, c'est peut-être une contrepartie, en tout cas c'est un aspect spécifique, qui est que les frais d'hébergement éventuel ou de trajet sont à la charge du stagiaire, donc il n'y a pas, comme dans les stages habituels du plan académique de formation, de rémunération d'indemnité sur la base des déplacements. Malgré tout, l'office comme le rectorat vise à assurer ces formations en proximité par rapport à vos lieux de vie. Alors, quand on dit à proximité, ça concerne au minimum des groupes, alors on est allé jusqu'à 2, mais 3-4 stagiaires minimum, qui se retrouvent dans une zone géographique. Donc ça peut être le même département, par exemple. Voilà, on ne vous fait pas traverser, c'était la question de certains d'entre vous, on ne vous fait pas traverser l'académie au motif qu'il y a un pôle à Orthez. Si vous résidez et travaillez en Gironde, eh bien, le cas échéant, si un groupe est constitué en Gironde, il sera installé en Gironde et vous pourrez bénéficier de l'enseignement sur ce groupe-là. Au niveau du calendrier, donc, vous l'avez vu, ouverture des candidatures
à compter du 1er février. 3 mars aujourd'hui, donc une information dans le cadre de ce webinaire. Le 12 mars, c'est la clôture des candidatures. Et ensuite, il y a tout un travail de fourmi en lien avec le fait que l'on cherche à mettre les lieux de formation en proximité par rapport à vos résidences et à prendre en compte les considérations que vous mettez dans notamment vos lettres de motivation, qui posent aussi un certain nombre de contraintes qui sont les vôtres et qui sont légitimes. Tout un travail de fourmi qui est opéré avec des équipes départementales pour retenir un certain nombre de candidats et les entendre. Et ça, cette phase-là se déroulera le 28 avril. Concernant maintenant les modalités pratiques de la formation, non pas le calibrage général, mais les modalités pratiques. La formation Enseignat, alors sur certains supports de communication, il y a quelques erreurs là-dessus. Si vous refaites comme moi le calcul, vous vous rendez compte que 26 semaines de formation, de cours de langue, là on parle de la langue, exclusivement, ça correspond à 624 heures et à raison de 4 jours par semaine et 6 heures par jour. Voilà, donc on est bien dans une durée de formation qui correspond au service de tout enseignant du premier degré, s'entend. Donc 24 heures semaine, 624 heures étalées sur 26 semaines de cours de langue, autant que possible en présentiel et par petits groupes, de sorte que vous ayez la possibilité de bénéficier d'un feedback le plus efficace possible, de retour et d'un appui linguistique de la part des formateurs. L'enjeu de ce module-là, de ce premier module, c'est effectivement le niveau de langue strict, étant entendu que, bien sûr, étant dans une formation professionnelle, on vise une aisance dans la classe. Donc, l'enjeu est bien d'organiser et d'orienter les cours de langue sur quelque chose qui parle à l'enseignant ou à l'enseignante que vous êtes et qui permettent de faire sens par rapport à une pratique de classe. Voilà, donc ça c'est le module strictement linguistique. Bon, 26 semaines, certains se posent beaucoup de questions. 26 semaines, une année scolaire pleine dédiée à la formation linguistique, c'est conséquent. Donc, nécessairement, ça vous permet de rejoindre, de rattraper un niveau et de partir d'un niveau très faible, voire d'aucun niveau du tout. On le redira par la suite, mais il n'y a pas d'exigence de niveau pour bénéficier de cette formation et on prend les enseignants là où ils en sont. Ensuite, deuxième module, un module de stage. Stage à la fois d'observation et autant que possible d'une amorce de pratique accompagnée. L'objectif étant de vous conduire là aussi à vous projeter dans la classe. Donc progressivement, petit à petit, aller vers une pratique d'enseignement bilingue. Et ensuite, cette semaine de formation, donc je vous ai parlé du CAPOC, de cette structure de formation, qui a une vocation désormais interacadémique. J'ai une main levée, par contre je ne vois pas qui cherche à prendre la parole. Oui. J'ai MHO qui a levé la main, peut-être par erreur. Bon, sans intervention, je poursuis. Donc, cette semaine de formation. Oui, pardon.
Oui, C'est Marie-Hélène Oustalé du 64. oui, madame Marcel Oustalé du 64, bienvenue. Continuez la technique Bon, départementale. voilà. Je voudrais juste intervenir. Il y a une petite confusion dans la présentation. Il s'agit de 3 semaines de formation au CAPOC et 7 semaines en Ah, cumulé, il y a semaines bien de une stage en inversion. école. C'est Oui, l'inverse. oui, oui, d'accord. Autant pour moi. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Voilà, Merci Marie-Hélène. Merci. avec plaisir. Je pense que c'était déjà comme ça sur le diaporama de l'an dernier. Je ne l'ai pas modifié. Donc, effectivement, donc, cette semaine, je trouvais aussi. Voilà. Bon, enfin. Donc, cette semaine de stage dans cette structure de formation qu'est le CAPOC, qui vise, là, pour le coup, à travailler spécifiquement les gestes professionnels liés à l'enseignement bilingue. On parle, alors en fonction des auteurs que vous lirez, on vous parlera de feedback, de travail, de tressage des langues. L'enjeu étant d'articuler, de créer chez l'enfant un véritable bilinguisme et non pas, il ne suffit pas d'enseigner et d'essayer de faire parler des enfants dans une langue pour construire chez eux des compétences, la compétence biplurilingue. Donc, en pratique, c'est aussi un apprentissage purement didactique que d'atteindre et de réussir à développer cette pratique. Donc, certains d'entre vous l'ont posé dans les questions que vous aviez remontées. Oui, effectivement, il y a une formation didactique au-delà de la formation strictement linguistique dans la formation enseignante. Et autant pour moi sur la coquille. Je me suis permis de vous mettre, parce que parfois, peut-être, certains d'entre vous, éventuellement, peuvent avoir une image un peu surannée de ce que c'est que la langue régionale et l'enseignement en langue régionale. Donc, je me suis permis de vous faire découvrir quelques éléments de production du CAPOC, qui équipe à titre gratuit, en tout cas pour les écoles bilingues de l'académie et des académies. C'est quelques outils, donc outils didactiques, enseignement des mathématiques, de la géographie, sur les différents cycles et albums de littérature de jeunesse, vous donne une idée un peu de la vitalité de la réflexion didactique sur ces sujets-là. Voilà. Alors, pour candidater, je pense que vous aurez pu en prendre connaissance sur le site de l'Office, mais peut-être pas tout le monde, donc je préfère le rappeler. Il s'agit de constituer un dossier de candidature comprenant un CV, une lettre de motivation, alors présentant le projet professionnel. Soyez assez précis sur ce qui vous motive, sur ce que vous envisagez. Certains poser, et ils font bien, des questions sur est-ce que l'on peut enseigner, est-ce que l'objectif est d'enseigner la langue, est-ce que l'objectif est d'enseigner sa discipline dans la langue. Je pense que l'objectif, de toute façon, du point de vue de l'OPLO comme du point de vue des instances académiques, c'est de former des enseignants aptes à un enseignement bilingue, donc de discipline en langue occitane et pas uniquement de langue. Malgré tout, moi je vous encourage à dire la réalité de ce que sont vos intentions et de ce qu'est votre projet en ce qui concerne la nature de l'enseignement que vous envisagez de dispenser ou pas. Et le périmètre géographique dans lequel vous êtes susceptible d'évoluer. On y reviendra là aussi par la suite sur les conseils, sur mes conseils en la matière. Une lettre d'engagement. Alors cette lettre d'engagement, c'est un courrier que vous trouvez sur le site de l'Office. Qui est à renseigner et qui est signé, qui reprend les engagements sur au moins 5 ans dans l'Académie de Bordeaux notamment. Et ensuite, une copie du dernier arrêté d'affectation, de nomination, et pas l'arrêté de congé formation, sauf pour les candidats qui viennent d'une autre académie, qui sont dans des contextes très spécifiques. Donc, vous n'êtes pas considéré, soyons bien clairs,
dans la grande majorité des cas, sauf hors personnel, hors académie, vous n'êtes pas considéré comme en congé de formation, vous êtes considéré, quand vous participez à la formation Enseignant, comme participant à un stage académique, sauf que ce stage académique dure une année scolaire entière. Et ensuite, vous pouvez envoyer, il faut envoyer votre dossier de candidature au service du rectorat, avec autant que faire se peut. Alors on croise les dossiers, mais il a pu arriver qu'un ou deux dossiers s'égarent, donc n'hésitez pas à mettre aussi, je vous ai mis l'adresse de l'office, voilà, que l'on puisse faire le point avec l'intégralité effective des dossiers. C'est toujours un peu dommage quand un dossier s'égare, et ça arrive à tout le monde, moi le premier. Donc voilà, croisons bien les choses entre les services du rectorat et les services de l'office, et ce, donc, avant le 12 mars, c'est-à-dire très bientôt. Avec une mention sur votre mail, candidature au dispositif enseignant, toujours pour faire en sorte que l'on repère le plus facilement possible et que l'on évite les confusions dans l'adressage. Voilà. Et donc, suite à l'étude et au travail de fourmi que nous ferons avec les camarades IUN et conseillers pédagogiques de mise en lien entre vos projets, vos possibles en termes de mobilité et les besoins effectifs de chaque département, eh bien, sera mis en place une commission où les candidatures, un certain nombre de candidats seront reçus, et l'avis du jury sera connu avant la fin de l'année scolaire. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quand sera connu l'avis du jury, parce que il faut que ça passe en assemblée générale de l'office aussi, en ce qui concerne les candidatures, avant notification. Et une demande qui a bien été entendue côté office et côté rectorat aussi, c'est de pouvoir informer les circonscriptions. Voilà, on a parfois quelques difficultés par rapport aux ordres de mission, etc. Donc c'est vrai que la situation et la formation étant elle-même nouvelle, je m'engage à renforcer le lien avec les circonscriptions pour que le remplacement soit effectivement bien anticipé et que vous puissiez partir dans des conditions satisfaisantes. Voilà. Et ensuite, on part sur un document contractuel qui s'appelle une convention d'engagement que vous aurez à signer, qui confirme votre bonne participation au dispositif. Alors, en termes de conseils, j'ai eu un certain nombre d'appels, de questionnements qui reviennent régulièrement. Moi, je vous engage fortement à... Oui, Gaël, pardon. Gaël Tabarly veut prendre la parole. Oui, Thierry, excuse-moi, il y a quelques questions dans le chat. Si tu oui, veux alors prendre... je ne les vois pas. Vas-y. Afficher les conversations. Tac. Hop. Non, j'ai reçu... À toi. Vas-y. J'ai reçu un accusé de réception de l'OPLO, mais pas du rectorat. Oui. Voilà, c'est une remarque. Est-ce que les résultats seront connus avant le mouvement? Les résultats ne seront pas forcément connus avant le mouvement. Alors, si le collègue ou la collègue qui a posé cette question veut bien préciser. Oui, c'est Marie-Hélène Oustalé. Nous avons eu le cas l'année dernière d'une personne qui a su après le mouvement qu'elle était éligible à la formation. Et donc, n'ayant pas de réponse de l'OPLO, elle avait participé au mouvement et a préféré garder le nouveau poste qu'elle avait obtenu plutôt que participer à la formation. C'était pour ça. Oui. Alors nous, encore une fois, je répète que du point de vue de... Merci Marie-Hélène pour cet écho des questionnements des collègues. Le sujet, c'est la validation et les étapes de validation de ce conventionnement.
qui doivent passer par des instances au sein de l'Office. Donc on pourra avoir une réponse, mais malgré tout, elle ne pourra pas intervenir avant le mouvement. Donc ça, il faut le savoir et puis le prévoir aussi dans ses intentions de mouvement, voir s'il y a compatibilité ou incompatibilité avec la formation. Voilà. J'entends bien que c'est compliqué, mais effectivement, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas en tout cas donner une information trop précoce avant le passage des dossiers en instance. Gaël, d'autres questions que je ne verrai pas ou que je n'aurais pas vues? Notre chef d'établissement doit-il être informé de notre candidature et peut-il s'y opposer? Alors, il doit être informé de votre candidature. Ça me semble juste. Je croise avec les collègues IEN s'ils veulent prendre la parole sur ces sujets-là. Ça impacte l'organisation du service d'enseignement, les projections qui sont faites par l'établissement sur l'année suivante. Donc, il est nécessaire que le chef d'établissement le sache. Est-ce qu'il peut s'opposer à votre formation? Vous candidatez sur une formation et le départ, la décision de votre départ en formation appartient au rectorat. Donc, il n'y a pas d'avis du chef d'établissement sur votre candidature a priori. Une autre question, on ne reste pas titulaire de notre poste si l'on part en formation? On reste titulaire de son poste pendant la durée de la formation. En revanche, derrière, et on est remplacé sur son poste d'affectation. En revanche, après l'année de formation, il peut y avoir des questions de mobilité puisque le poste sur lequel vous serez affecté n'est pas forcément dans votre école, quoi. Voilà, donc il y aura des candidatures sur des postes fléchés. Et deux dernières questions. Cette formation est-elle proposée chaque année? Et y a-t-il une limite d'âge pour candidater ou postuler? Oui, alors ça j'avais prévu de répondre. Cette formation sous des formes diverses est mise en place depuis une formation est mise en place depuis plusieurs années visant à répondre à ce besoin. Ce besoin existe. A priori, il est pérenne. Malgré tout, on s'inscrit dans une logique d'expérimentation. Il semble que la formation donne satisfaction. Donc, cette année, elle était en place. L'an prochain, elle sera en place. On n'a pas de boule de cristal, mais a priori, tant que le besoin existe, l'organe peut avoir vocation à exister. En ce qui concerne la limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge posée sur un plan, dans le calibrage du dispositif. Bon, après, bien évidemment, vous vous inscrivez dans un projet. Donc, bénéficier de cette formation sur sa dernière année d'enseignement interroge un petit peu la projection par la suite dans le métier. Voilà. Donc, je ne sais pas à quel niveau se situait la question, mais ce n'est pas une formation linguistique préparatoire à la retraite. C'est vraiment pour assumer et prendre en charge des postes en classe. C'était tout. Il y a une main levée encore. Oui, excuse-moi Thierry, c'est moi, c'est Jean Laporte-Forêt. Oui, Jean, à toi. Oui, alors excuse-moi sur la réponse que tu as fait sur la perte de poste ou pas. Enfin, alors, on n'a peut-être pas le même fonctionnement dans tous les départements, mais dans le 64, les personnes qui partent en formation perdent leur poste. Et elles sont réaffectées sur poste bilingue l'année d'après. Voilà, puisque de toute façon, elles ne pourront pas être affectées sur leur poste, sur le poste où elles sont, puisqu'en général, ils n'enseignent pas en classe bilingue. Alors, le cas ne s'est pas encore passé si la personne est dans une école bilingue, d'accord? Ouais. Mais Ouais. en tout cas, pour le moment, les personnes perdent leur poste parce que de toute façon, ils devront aller sur un autre poste. D'accord. Et Philippe, ils ont un statut de TR pour d'accord. l'année où ils sont en stage. Mais ça, c'est dans le 64 Oui, uniquement. c'est ça. Il peut y avoir des arbitrages différents en fonction des départements. Donc, Philippe Morisset sur le 33.
Oui, sur la Gironde, donc pendant l'année de stage, les candidats, enfin les stagiaires restent sur leur poste d'origine. Et l'année suivante, puisque ça fait partie de l'engagement, on va dire contractuel à l'octroi de la formation, l'année suivante, ils partent sur un poste fléché occitan vacant. D'accord. Donc c'est bien. Ça, c'est ça correspond déjà davantage à ce que je présentais, mais effectivement. C'est ce que tu as dit. D'accord. Qui est-ce qu'on a? On a Johanna Fontanet du 47 l'an dernier. Comment est-ce que ça s'est passé chez vous? Bonjour. Nous, c'était Bonjour. particulier parce que les deux candidates étaient à titre provisoire déjà sur des postes fléchés. D'accord. Elles avaient eu une habilitation provisoire. Provisoire. D'accord. L'année avant. Donc, elles sont parties. Elles n'étaient pas encore titulaires de la poste fléché, mais elles sont parties en formation. Elles ont participé au mouvement pendant l'année de formation. Et donc, elles ont eu les postes fléchés à la rentrée. Oui. C'est un peu particulier. Oui, oui, oui. Mais ce sont des fonctionnements départementaux un peu différents, donc je pense que ça vaut le coup pour les collègues de les expliciter pour qu'ils sachent exactement comment ça fonctionne, étant entendu que le mouvement des enseignants sur poste bilingue est un mouvement court, quoi, hein. On est sur des chaînes courtes avec finalement un nombre de postes assez limité. Donc voilà, c'est un peu pour rassurer tout le monde. Gaël? Oui, Thierry, simplement pour te prévenir qu'il y a pas mal de questions sur le chat, des questions que tu vas aborder par la suite, donc éventuellement on pourrait peut-être continuer à dérouler la présentation et prendre les questions à la suite. C'était bien mon intention, merci beaucoup. Je ne doute pas. Alors, donc définissez en termes de conseils, définissez, ça par contre c'est important, le reste aussi, mais cet aspect-là revient de manière très récurrente dans les questions que vous posez. Définissez clairement votre mobilité géographique et votre mobilité fonctionnelle. Quand je dis géographique, est-ce que je peux me déplacer, et chacun a sa vision du proche et du loin, si vous voulez. Je m'en rends compte en discutant avec vous. Certains, dans le même département, c'est déjà loin, alors que pour d'autres, un rayon sur 3 départements, c'est différent. Il y a des étapes de vie, il y a des contraintes et des enjeux qui sont spécifiques à chacun d'entre eux, et que la commission et que les groupes qui étudient vos candidatures ne peuvent pas deviner. Donc, il me semble très important de préciser clairement, je peux me déplacer dans un rayon de, si c'est 30 km, c'est 30 km, si c'est sur 3 départements, c'est 3 départements. Mais soyez bien précis là-dessus, parce que de fait, autant que faire se peut, et c'est toujours compliqué d'anticiper à 2 ans l'économie du mouvement, mais on essaie quand même de voir et d'anticiper un petit peu sur les secteurs qui risquent d'être concernés par des départs à la retraite, par exemple, ou par des besoins, parce qu'il y a des montées de cohortes dans certaines écoles. Donc, précisez bien cet aspect-là, de la même manière que pour les enseignants du second degré. Moi, je vous encourage à préciser, si vous pouvez assumer des cours de langue, ou en tout cas ce que vous envisagez d'assumer, des cours de langue ou des cours en langue avec une DDNL. Certains ont posé la question aussi dans les questions qui nous sont remontées. Est-ce que j'enseignerai ma discipline? Est-ce que je peux être amené? Et certains le souhaitent et d'autres pas du tout. Donc là encore, soyez bien précis sur ce dans quoi vous vous projetez. Donc des cours de langue, par exemple, dans des itinéraires de spécialité, ou des cours en langue dans le cadre de l'enseignement de la SVT en langue occitane. Voilà. Soyez précis là-dessus.
De la même manière que, même si le projet n'est pas afférent directement à votre candidature sur le dispositif enseignant, certains m'expliquent qu'en fait, ils sont professeurs des collèges et envisagent d'enseigner dans le premier degré. L'inverse est vrai. Ou alors PLP en lycée professionnel et puis qu'ils envisagent pourquoi pas d'enseigner en lycée et collège. C'est possible. Donc, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis parce qu'on suit la formation enseignant. Donc, moi, je vous encourage à bien préciser ce type de projet qui dit aussi quelque chose sur votre mobilité fonctionnelle. Et ensuite, je tiens à préciser ça, le dispositif ne donne pas un accès prioritaire à la mutation, c'est-à-dire que ce sont les règles classiques du mouvement qui prévalent, bien que les postes soient fléchés pour l'occitan, mais ce sont les règles habituelles du mouvement qui prévalent sur vos affectations. Voilà, donc voilà, soyez bien précis et écrivez autant que faire se peut la nature de votre projet dans le détail sur au moins ces deux aspects-là. Je fais peut-être une pause à la fin de cette première partie un peu générale. Je vois que Philippe Mauger a levé la main, c'est ça? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci. Voilà, moi je suis en Gironde et j'ai envoyé déjà mon dossier de candidature. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est moi qui avais laissé la remarque. J'ai eu un accusé de réception de l'OPLO, mais pas du rectorat. Est-ce que je dois être sûr que le rectorat l'ait bien reçu? Bon, de toute façon, nous, on l'a reçu, donc on croisera avec, peut-être renvoyer un petit mail de vérification, mais de toute façon, on croisera les dossiers que nous avons reçus avec ceux reçus par le rectorat, de sorte que la liste soit exhaustive, hein, sur laquelle nous travaillons. D'accord, merci. À l'issue de la clôture, juste après la clôture des candidatures. Merci. Merci Philippe. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, je rentre sur les questions un peu récurrentes. Donc, pour le premier degré, on est sur une demande de mutation sur poste fléché. Donc, vous voyez qu'en fonction des contextes départementaux, le fonctionnement est un peu différent. Malgré tout, les postes d'enseignement bilingue sont des postes fléchés. Donc, l'enjeu à l'issue de votre année de formation sera une demande de mutation sur ces postes fléchés dans le secteur géographique envisagé. Pour le second degré, on a deux cas de figure. Soit vous souhaitez enseigner la langue dans le second degré, et donc à ce moment-là, vous enseignerez éventuellement une partie de votre service dans votre discipline et une partie de votre service sur de l'enseignement de langue. Et dans le second cas, vous pourrez avoir vocation à enseigner une des DNL en occitan, donc DNL, discipline non linguistique, en occitan dans le second degré, ou sur un site bilingue, mais second degré. Éventuellement, vous pouvez avoir une partie de votre service dans le premier degré. Ça fait partie des questions de mobilité qui sont à bien marquer noir sur blanc dans votre candidature. Oui, j'ai une question. Allez-y. Oui, vous m'entendez donc? Impeccable. Ok. Charles. Donc moi, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une classe unique cycle 3 qui fait partie d'un RPI, qui aujourd'hui n'est absolument pas bilingue occitan. La question est, comment ça se... Enfin, je pense que c'est autre chose, mais comment ça se passe pour qu'une école bascule en bilingue? Est-ce que c'est possible? Voilà. C'est possible. Là, je pense qu'il faudra vous rapprocher de Jean Laporte-Forêt et
et de Marie-Hélène Oustalé qui sont présents à cette réunion. Pour regarder ça un peu dans le détail, il convient de travailler le projet en lien avec le secteur de collège et par rapport à la cohérence qu'il peut y avoir premier et second degré. Et puis ensuite, on n'est pas forcément sur de l'enseignement bilingue paritaire. Il y a aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, mais peut-être Jean pourra dire deux, trois mots là-dessus, un enseignement renforcé de la langue occitane sur certaines écoles qui pourrait être une modalité aussi pour un RPI. J'imagine que si vous êtes un RPI, chacune des écoles ne fait pas 12 classes. Non, non, c'est un village, une classe, 3 classes. Voilà. Donc, Jean, peut-être Oui, donc je pourrais voir avec Marie-Hélène, mais donc Madame, oui, donc ça, ce sont des demandes qui se font à année N-1, hein. C'est-à-dire qu'on instruit ça, voilà, pour la rentrée 2022. Ça pourrait être instruit, mais il y a une convention entre le rectorat, la DSDEN, le département et la région et l'OPLO. Et donc, on le fait en concertation et on essaye de voir, comme vous l'a dit Monsieur Doucine, des sites où il est intéressant d'ouvrir des sites bilingues, donc soit en classe bilingue à parité horaire, soit en enseignement renforcé. Voilà. Donc, sachant que le collège du secteur propose l'occitan aux élèves. Oui, donc ça pourrait être une piste. Donc ça, il faut que on va pas le traiter là maintenant en direct, hein. Mais je pense que si vous n'avez pas nos mails, mais vous pouvez les trouver sur le site de la DSDEN, où je peux mettre mon adresse mail dans le chat et Madame Oustalé aussi, et vous nous joignez. Oui, ça m'intéresse. Merci, oui. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Oui, donc ce sont après, c'est tout un processus, donc il faut l'anticiper, il faut vraiment le travailler un petit peu sur du moyen terme, l'émergence d'un site comme cela. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Bon, voilà, cette partie-là, j'avais terminé. Ensuite, est-ce qu'il faut, alors ça c'est une question qui revient régulièrement, est-ce qu'il faut un niveau linguistique particulier pour intégrer la formation Ensenia? La réponse est non, il n'y a pas de niveau linguistique de départ. Et depuis plus de 20 ans, je raconte toujours la même chose, il faut une motivation certaine, comme pour tout apprentissage linguistique, il faut une motivation pour le faire. Mais comme tout le monde peut apprendre, il n'y a aucune raison que vous soyez spécifiquement exclu de cette règle-là. Pas de niveau de départ, on vise un niveau B2. Et donc, ce qui compte, et ce qui est fondamental par contre, c'est d'avoir une motivation, là encore à expliciter dans votre lettre de motivation, mais oui, une motivation de départ. Sachant qu'une formation comme la formation Ensenia, vous avez vu que ce soit côté rectorat ou côté OPLO, les investissements sont conséquents auprès des stagiaires, au bénéfice des stagiaires, et donc une année complète permet malgré tout à quelqu'un de motivé de bien avancer en langue. Voilà, donc c'est la motivation, le facteur principal, et le premier facteur d'entrée en formation, c'est la motivation que vous avez pour le faire et pour la transmission de cette langue, éventuellement pour les bénéfices cognitifs de l'enseignement bilingue et pour les questions didactiques autour du bilinguisme et plus, vers le plurilinguisme. Voilà, donc pas de niveau linguistique requis au départ, une envie. Ensuite, ce que je vous ai expliqué un petit peu, la question de la mise en adéquation des besoins et des moyens pour privilégier les départs en formation. Je vous encourage aussi, vous le voyez sur la petite diapositive, à aller faire un tour du côté du site de l'Office,
qui vous propose dans l'onglet Enseigner une carte. Alors, il ne faut pas être rebuté. On va y travailler. Hein. Gaël, il travaille d'arrache-pied à rendre ce site un peu plus convivial. La difficulté, c'est d'aller cliquer. Vous voyez la carte à gauche. Il faut imaginer que sous ce point bleu se cache en fait une myriade, quand on zoome, une myriade de petits points, et aller jusqu'au bout de la démarche qui consiste à zoomer, voire à cliquer sur une école en particulier, pour découvrir dans votre département, dans votre secteur, l'implantation des écoles bilingues, des écoles qui propose un enseignement renforcé. Ça vous permet un peu de vous faire une idée aussi par anticipation des secteurs géographiques. Vous pouvez, comme ça se fait dans le cadre de tous les mouvements ou de toutes les anticipations au mouvement, prendre contact aussi avec les écoles et emmagasiner de l'information pour faire votre choix au moment de votre affectation ensuite sur une classe bilingue dans un établissement. Voilà. Donc, voilà, allez voir cet outil. Il me semble que ça permet quand même de se faire une idée de la dynamique, de l'implantation, du zonage des structures bilingues dans votre département ou dans votre secteur géographique. Ensuite, la question de la validation et de la certification au-delà de la formation. Une fois que vous avez terminé votre formation, vous passez donc une habilitation à enseigner, qui se passe en commission, qui est une attestation à valeur interne à l'éducation nationale et qui a vocation, si le niveau est effectivement celui escompté, à vous permettre l'accès au poste fléché occitan. A contrario, le DCL, c'est un diplôme qui est, donc là aussi vous vous engagez à passer le DCL. Le DCL, qui s'appelle diplôme de compétences en langue, il ne faut pas le voir comme une évaluation sommative, totalement définitive par rapport à votre niveau en langue, mais bien plutôt comme un positionnement. Alors certes, on vous délivre un diplôme qui dit quel est votre niveau en langue, mais qui vous positionne, et rien ne vous empêche de le passer 3 fois. Et il vous positionne sur les niveaux du CECRL, voilà, et que tout le monde peut passer. Dans la mesure où il y a un enjeu professionnel derrière la passation de ce diplôme, l'office public vous finance 80% des frais d'inscription au DCL. Voilà, donc c'est à l'issue de la formation que vous pourrez positionner votre niveau en langue. On n'est pas sur les gestes professionnels, on est bien sur la langue, mais dans un contexte pro, pour connaître et pour attester de votre niveau. Et ce diplôme est un diplôme national. La certification complémentaire, alors mise en place dans l'académie de Bordeaux, elle valide des compétences particulières, notamment l'enseignement d'une discipline non linguistique. Donc c'est plus spécifiquement orienté second degré. Dans le premier degré, l'habilitation et le DCL suffisent, et il est possible à l'issue de la formation, mais l'année suivante en fait, parce que les épreuves de la certification complémentaire se déroulent au mois de décembre de l'année suivante. Il est possible de passer cette certification complémentaire qui atteste pour le coup une compétence dans l'enseignement dans un contexte de discipline non linguistique. Voilà, donc je vous ai mis
un petit peu les éléments qui sont appréciés par la commission, qu'il s'agisse des contenus d'enseignement ou d'éléments liés plus aux gestes professionnels en contexte d'enseignement bilingue. Voilà pour l'issue et l'aval de cette formation. Et je pense, alors certains ont posé des questions en ligne, enfin lors de leur inscription, notamment des questions en ce qui concerne les dialectes appris en formation. Alors, ce sont des dialectes le plus près. J'ai envie de dire que c'est une question d'entrée dans ce type de formation et d'entrée dans l'enseignement bilingue. Quand on entre dans ce genre de formation et d'enseignement derrière, on est souvent un peu hyper normatif et très inquiet sur le dialecte, l'orthodoxie à un dialecte en particulier. Bon, le dialecte qui est enseigné, c'est le dialecte qui est en lien avec le secteur géographique de recrutement. Donc, on ne va pas vous proposer une formation en langue d'Ossien exclusif dans le Béarn si vous êtes appelé à y enseigner. Donc, on essaie de correspondre au terrain dans lequel vous allez exercer. On cherche à vous adapter le mieux possible à ce contexte d'enseignement. Malgré tout, les variantes peuvent faire que dans un département de la Dordogne, vous soyez amené à parler langue d'Ossien, et il est possible qu'il y ait de manière concomitante dans un groupe de formation des parlers qui soient un peu différents les uns des autres sans forcément être de dialectes différents. Voilà. Donc on prend en compte à la fois les enjeux d'adaptation au contexte dans lequel vous serez appelé à enseigner, et aussi votre niveau linguistique de départ ou les dialectes que vous avez fréquentés en amont. Voilà. Donc effectivement, on prend en compte cette question dialectale. Alors j'ai une question sur comment s'organise l'enseignement de l'occitan par l'intermédiaire des autres domaines dans l'école. Vaste question, vous aurez compris que c'est une partie non négligeable de votre formation, que vous pourrez expérimenter aussi en classe. Globalement, si je réponds à cette question de manière un peu lapidaire, vous avez 3 modalités d'enseignement bilingue, 3 grandes modalités. Soit vous avez votre classe et vous alternez de l'une, alors là je parle pour les enseignants d'école primaire, et vous alternez au fil de la journée et dans la semaine entre l'une et l'autre des 2 langues, soit éventuellement vous êtes dans ce que l'on appelle un système de classe miroir, où 2 enseignants se partagent 2 groupes d'élèves, chacun enseignant dans une langue, et les élèves trouvant la complémentarité entre les 2 langues en changeant d'enseignant. Soit vous avez des systèmes, souvent sur des phases pionnières d'enseignement bilingue, où des élèves sont regroupés, issus de différentes classes d'une école, peuvent être regroupés avec l'enseignant d'occitan. Et là, on est plutôt sur une logique de section ou d'enseignant surnuméraire par rapport à l'effectif de l'école. Donc, c'est en gros ces trois modalités-là. Et on ne peut pas préjuger, en fait, c'est le besoin sur l'école qui génère l'organisation de votre poste et pas le contraire. Voilà. Si on doit quitter son poste pour pouvoir enseigner 5 ans en occitan à la suite de la formation, peut-on demander à ce que son poste devienne un poste OC sur le secteur? Mais là, c'est pas une question d'intention personnelle, c'est une question sur un RPI. On parlait d'un cas similaire tout à l'heure. On est plutôt sur une question de projet pour l'école et d'articulation entre un projet d'une école qui souhaiterait devenir bilingue et un départ en formation potentielle et une intention des enseignants de se former pour cela. Une autre question sur la didactique, est-ce que oui ou non on sera formé à? Oui,
y compris, alors dans l'articulation, le souhait de l'Office, c'est que malgré tout, ce ne soit pas le temps CAPOC qui assure la formation didactique, c'est qu'il y ait un aller-retour entre les périodes de stage dans lesquelles vous êtes en stage et les périodes durant lesquelles vous bénéficiez de cet appui en formation un peu spécifique sur la didactique. Donc il faut le voir là aussi comme toute formation un peu en alternance entre pratique et théorie, une nécessité de s'approprier ces éléments-là et de les transférer dans la classe. On parle de postes fléchés, donc la liste des postes fléchés, vous avez une idée sur la cartographie. Par contre, vous n'avez pas une idée de la disponibilité de ces postes. Est-ce que, donc là, il me semble que durant la présentation, j'ai répondu à pas mal de vos questions. C'est peut-être le moment où je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à lever la main. Alors, Charlotte avait levé la main. Est-ce que c'est la main levée de tout à l'heure ou est-ce que c'est nouveau? Ou est-ce que c'est une nouvelle question? Non? Désolé, erreur, oui. Non, je ne sais, j'avais pas vu. Ben, vous aurez un gage. Est-ce que... Donc, je vois une main levée dans le... Par contre, je ne vois pas qui. Oui, JC, bonjour. C'est moi? Oui. Oui, Julie. Bonjour, Julie Cuyobert, je suis en poste dans le 64. Oui. Je voulais vous poser une question que j'ai posée à M. Sarpoulet, mais il n'avait pas la réponse. Je souhaitais savoir si l'année de formation constituait une pause dans la carrière ou est-ce que l'évolution de carrière est maintenue pendant cette année-là, s'il vous plaît. Alors, je vais partir du cadre qui fonde le départ en formation. C'est un stage et je passerai éventuellement la main aux collègues IEN s'ils veulent le compléter ou me contredire complètement. Mais pour moi, quand vous partez en formation académique pendant un an, votre ancienneté générale de service continue. Quand on se forme, on est enseignant et on est en activité. Donc, il n'y a pas de pause, vous n'êtes pas en disponibilité, vous ne quittez pas l'éducation nationale pour un temps, vous êtes bien en stage pendant une année complète, au même titre que les enseignants qui qui préparent un KPI pour l'enseignement spécialisé auprès d'enfants en situation de handicap, et ni pour les uns ni pour les autres, il n'y a de retrait d'ancienneté au titre de ce départ en formation. Donc, pour moi, je ne vois pas de raison particulière qui légitimerait que l'on vous enlève votre ancienneté. D'accord. Générale, l'ancienneté générale. Oui. Oui, Thierry, juste pour confirmer, tu as entièrement raison et je crois que monsieur Philippe, notre collègue Philippe qui est parti, Morisset, a répondu aussi pour le 33 de la même façon. D'accord. Oui. Voilà. Alors, désolé, je n'avais pas vu la réponse. Non, mais c'est pour vous dire. Alors, je ne sais pas si vous êtes du premier ou second degré. Second degré. Voilà, mais il n'y a aucune différence, je pense, comme vous l'a dit monsieur Doucine. D'accord. Bon, mais merci beaucoup. Merci Jean pour la confirmation. Voilà, mais je sais que c'est une inquiétude aussi. On part un an et c'est très bizarre de partir du service actif, mais vous n'êtes pas inactive pendant un an. Nous pouvons nous en porter garant. Merci. Je vous en prie. Autre question. Hop. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Pascal Bouvier, je suis en Gironde. Oui. Je viens de consulter la carte de l'Oplon pour la Gironde. Oui. Et bon, je vois que sur l'agglomération de Bordeaux, c'est très, très limité. Ce sont les postes qui existent actuellement. Oui. Mais ça ne dit rien d'éventuelle création. Enfin... Non. Alors, et là, on entre dans le travail de fourmi dont on parlait, c'est-à-dire que les besoins, il faut vraiment les anticiper. Parfois, les informations arrivent dans l'idéal. Dans un monde idéal où on peut anticiper à 2 ans les mobilités des enseignants, ce qui est, à mon avis, pas illusoire, mais pas loin, on pourrait, dans ce monde idéal-là, dire dans 2 ans, tel poste seront disponibles, en faire une publication et puis vous les proposer
à loisir. Mais je pense que c'est quelque chose de très hasardeux. Donc, on essaie d'anticiper, mais c'est toujours de l'anticipation un peu. Voilà, on est sur du qualitatif, pas forcément sur du quantitatif et des tableaux de transparence et qu'on ne pourrait pas. Voilà. Plutôt que de vous affirmer quelque chose qu'on ne pourra pas tenir, il vaut mieux qu'on essaie de faire quelque chose qui serait éventuellement, même si c'est un peu probabiliste comme approche, tenable. D'accord. Oui, je comprends, oui. Mais ça n'empêche pas de poser sa candidature et… Non, non, mais par contre, j'insiste sur le fait d'être précis sur ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas. Voilà. Tout à fait. Oui, bien sûr, oui. Parce que dans le cadre de la réforme du lycée, en plus, la situation des langues est quand même un peu problématique. Donc, la création de sections DNL, c'est douteux. Enfin… Ben, c'est un sujet, mais en même temps, on peut pas si on essaie d'anticiper sur après-demain, comment vous dire, on ne peut pas non plus se contenter que d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Il y a encore une main levée et ce n'était pas Pascal. Hop, voyons la liste. Alors, qui a levé la main? Hop, oui. Pascal. J'ai Nathalie Lecamp. Hop. Oui, bonjour. Alors, j'ai candidaté à votre dispositif l'an dernier. Ma candidature n'a pas été retenue. Je suis dans un collège qui a déjà plusieurs classes bilingues, une classe bilingue par niveau. Et actuellement, il y a une DNL en mathématiques. Donc, l'explication concernant la candidature qui n'a pas été retenue et le fait qu'il n'y avait pas de besoin. Alors, je voulais savoir si présenter la DNL en SVT, puisque c'est mon cas, ne convient pas. Finalement, ça suffit, une seule DNL pour ces élèves bilingues. C'est pas la peine d'en avoir deux. En fait, c'est pour savoir si je recandidate ou pas, si c'est vraiment utile ou pas, ou si je ne candidate pas. Alors, voilà. Tout le monde ici a passé un concours un jour. On n'est pas sur un concours de recrutement, mais en fait, on est quand même sur une commission de recrutement. Donc, c'est pas parce qu'une année, les besoins liés au concours sont de telle et telle nature que l'année d'après, ils ne le seront pas. Et certains se posaient la question de l'opportunité avec un projet à moyen terme, par exemple, de candidater tôt. Rien, comme vous en êtes l'exemple, rien ne garantit que parce qu'on candidate une année, on aura gain de cause, ou en tout cas on sera retenu pour bénéficier de cette formation. Donc moi je ne peux que vous encourager à candidater. Maintenant je serais malhonnête si je vous garantissais quoi que ce soit. Voilà. Encore une fois, c'est une question de besoin, d'intention. Il peut y avoir un projet de développer une seconde offre comme pas du tout. Donc, ma position, mais là c'est une position personnelle, c'est qu'il faut toujours tenter. Voilà, en sachant ce qu'on veut, mais il faut toujours tenter. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Jérémy Cullerier. Bonjour. Bonjour. Jérémy Cullerier, du coup, moi je suis actuellement professeur des écoles stagiaires en Gironde, dans l'attente d'une titularisation pour la rentrée prochaine. Et donc, comme je me projette d'enseigner l'occitan durant ma carrière, je me demandais si je pouvais candidater pour l'année prochaine, sachant que qu'il y a des chances que je sois déjà titulaire au 1er septembre, et que je me posais la question donc si je pouvais vite faire cette formation pour enseigner l'occitan. Donc, est-ce que je peux candidater dès cette année? C'est ma question. Alors, voilà une bonne question. Vous n'êtes pas donc à ce jour titulaire? À ce jour, non. Il y a de grandes chances que l'année prochaine, oui, au 1er septembre. Donc là, je suis professeur des écoles stagiaires, donc à 50%, non titulaire. J'ai eu le concours donc pour cette année-là. Et, comme je suis dans l'attente de titularisation et que la formation est ouverte aux titulaires, si au 1er septembre je suis titulaire, je me demande si ça pose des problèmes, quoi. Justement, on va poser la question. Candidater en précisant bien que vous n'êtes pas titulaire. Normalement, ça s'adresse aux titulaires. Donc, bien sûr. On ne peut pas. Comme au 1er septembre, je peux peut-être l'être, et je me posais la question.
Ah oui, non, mais c'est pour ça. Déposez votre dossier. Ceci étant dit, normalement, ce sont les titulaires. Donc, déposez-le. Non, je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Ça supposerait d'anticiper sur le résultat des commissions académiques de titularisation. Et ça, je ne peux pas le faire au moment où on se parle. Donc, précisez que vous êtes stagiaire. Et puis, de toute façon, il y aura un effet mémoire sur votre candidature, le cas échéant. Bien sûr. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, PB, c'est qui? Pascal a pris la parole. Nathalie Lecam a pris la parole. Si vous pouvez rebaisser votre main quand vous avez pris la parole, parce que, du coup, on ne sait plus qui a dit et qui n'a pas dit. Hélène Stocker. Stocker. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport au centre de formation. Le centre principal est à Orthez, c'est bien ça? Alors, il n'y a pas de... Donc on est sur un... Peut-être que vous avez pris la présentation en cours. Oui. Les formations sont mises en place sur des pôles qui dépendent de l'implantation des groupes de stagiaires que nous constituons. Oui, mais alors... Auprès des organismes de formation. Donc, pour le 64, il y a un pôle de formation cette année à Orthez. Je ne peux pas vous dire de manière définitive où seront les pôles l'an prochain, parce qu'il peut y avoir, j'en sais rien moi, peut-être un pôle en Lot-et-Garonne, un pôle dans le 64, pourquoi pas à Orthez, et puis un autre en Gironde. D'accord. Voilà. Et vous prenez en considération le département de rattachement ou le domicile? On prend en considération le département de rattachement parce que c'est là que vous serez affecté fort probablement l'année d'après. Après, il peut y avoir des lieux de résidence un peu éloignés, des rattachements à d'autres zones, mais encore faut-il que sur un plan linguistique, il y ait une cohérence là-dedans. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que si on met en place un groupe, j'en sais rien moi, en Lot-et-Garonne, Languedocière, si vous êtes en Gironde, ça va être un petit peu compliqué parce que vous résidez en Lot-et-Garonne, d'aller vous affecter en Lot-et-Garonne plutôt qu'en Gironde. Vous comprenez? Oui, oui, très bien. Merci. Voilà. Je vous en prie. Alors, j'ai encore une main levée, mais je ne sais pas qui. Et je ne vous vois pas. Charlotte. Oui. De tout à l'heure. Charlotte de tout à l'heure, oui. J'avais deux questions, dont une à laquelle vous avez peut-être partiellement répondu, mais c'était par rapport, comme Hélène, au lieu de formation. Concrètement, étant à l'est de Pau-Est. À l'est de Pau-Est. Oui. Est 64. A priori, pour le 64, ça serait quand même plutôt sur Orthez, ou est-ce qu'on peut imaginer que par rapport aux candidats sélectionnés, finalement, un pôle soit possible sur Pau, par exemple? Moi, je ne peux... on ne peut pas le dire d'avance, voilà, mais ce n'est pas forcément Orthez pour le 64. Il y a un centre de formation qui est installé à Orthez, oui, voilà. qui peut se porter candidat à un marché public. Mais un marché public, si vous voulez, ne donne la priorité à personne. Quand on fait un peu de réglementaire là. Mais un marché public est totalement neutre, donc l'office, quand il met en place un marché public, ne peut pas préjuger de quel organisme de formation et de l'implantation de cet organisme de formation pour mener l'offre dans le cadre de ce marché public. Donc il n'y a rien de créé, de garantie établi aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de structure pérenne puisque chaque année, on remet en place un marché public. Okay. Maintenant, le temps de formation à Pau, au CAPOC, il est à Pau. Je peux vous dire que CAPOC est à Pau. Ça j'avais bien compris, j'avais bien noté. Après, Thierry, excuse-moi, c'est Jérémy, toujours pour l'office, je me permets de compléter la réponse. Comme il avait été déjà plus ou moins précisé sur le site concernant les lieux de formation, en réalité, ils seront déterminés en fonction du lieu d'appartenance des candidats. C'est-à-dire que le cahier des charges que nous rédigeons, il précise aux candidats le lieu de formation
qui sera choisi. Donc, s'il y a un nombre de candidats en Béarn qui est plus proche de Pau, par exemple, on pourra choisir la ville de Pau comme lieu d'accueil. De la même manière que en Lot-et-Garonne, par exemple, voilà, ça peut tout aussi bien être Marmande que Villeneuve-sur-Lot qu'Agen. Ça va vraiment dépendre de l'origine des candidats. Donc, à cette heure-ci, il n'est pas possible de vous répondre de manière très précise, si ce n'est que ce sera à une échelle à peu près départementale. Voilà. L'avantage que présente Orthez, et c'est pour ça, comme l'a très justement expliqué Thierry, il n'y a pas de centre de formation attitré. En revanche, c'est vrai que Orthez est revenu ces dernières années de manière donc récurrente parce que ce site présente l'avantage de pouvoir accueillir aussi bien des candidats des Landes, du sud des Landes, que des Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est pas pour ça que c'est figé. Voilà. D'accord. Et alors, merci. J'avais une deuxième question qui n'a rien à voir. Je suis à temps partiel depuis quelques années et j'ai redemandé 75% pour l'an prochain. Ouais. Si jamais, admettons, ma candidature était retenue, etc., ça me pose, enfin, je demande presque confirmation, mais ça ne poserait pas de problème pour rebasculer en plein temps pour être présente à plein temps sur la formation. Pour moi, on peut demander sa reprise. Après, ça suppose de l'anticiper et de se rapprocher des services départementaux. Jean, là-dessus? Oui, je confirme, aucun problème. Dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Eh bien, merci. Oui, comme la réponse de la candidature peut être tardive, en fait, oui. C'est par rapport à ça que alors que les temps partiels doivent être demandés aussi avant début mars. Là. Voilà. Oui. Mais renoncer à un temps partiel, c'est toujours plus simple du point de vue des SDEN que d'en bénéficier. Donc, il faut anticiper, mais moins pour un renoncement. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Très intéressant. Est-ce que nous avons une autre question? Profitez-en, c'est le moment avant la clôture de cette réunion et de cet échange. Non, il y a à nouveau, Thierry, des questions sur les lieux de formation. Donc, il y a une demande plus précise sur Lot-et-Garonne. Et donc, je reprécise qu'effectivement, pour l'heure, nous ne pouvons pas vous répondre dans la mesure où, une fois encore, ça dépendra du nombre de candidats. C'est le nombre de candidats sur un site qui va nous dire s'il y a une opportunité d'ouvrir, en réalité. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à candidater. Et Thierry l'a très bien dit. Il vaut mieux candidater en n'étant pas sûr de l'éligibilité plutôt que l'inverse, de passer à côté de cette opportunité. Voilà, en sachant que nous avons tenté de faire des dossiers qui soient les plus légers possibles. Voilà. Et après, dans votre lettre de motivation, précisez bien les possibles pour vous, les impossibilités structurelles en amont, de sorte que et vous et nous fassions les choix dans des choix tenables. Ensuite, je vois encore une main, je vais repasser. Hop. Oui, peut-être la mienne. Oui, voilà. Je voulais apporter des précisions pour ceux qui voudraient candidater dans le 64 par rapport aux stages d'observation dans les écoles. Alors qui se répartissent, donc c'est cette semaine, qui se répartissent en stages d'observation et de pratique accompagnée par les enseignants qui accueillent. On essaie de varier ces observations, donc c'est en général 2 semaines en suivant, qui peuvent se passer dans la même école. Ça permet de voir d'un stage à l'autre sur du court terme malgré tout, du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3 et des fonctionnements très différents. À la fin de chacun de ces stages, cette année, nous avons inauguré un nouveau fonctionnement, c'est-à-dire que le dernier jour de stage se passe avec moi pour faire un bilan de ce qui a été observé et mettre en perspective ce qui pourrait se passer l'année prochaine dans les classes de chacun. Et c'est un moment qui est particulièrement apprécié et très constructif. Les échanges sont extrêmement intéressants et ça permet aux personnes d'avancer dans la projection de ce nouveau métier. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Oui, merci Marie-Hélène. Effectivement, alors on fait au niveau de l'office, nous procédons à des bilans
de la formation d'une année sur l'autre. Donc il y a des choses effectivement qui sont repérées comme des pratiques intéressantes et qui auront vocation aussi à être partagées sur les autres, sur les différents sites, afin de calibrer la formation progressivement de manière la plus opérante possible auprès des collègues. Donc effectivement, le fait d'avoir ces temps d'analyse, le fait de croiser observation, mais aussi pratique accompagnée avec des collègues qui sont à même d'expliciter leur pratique, c'est quelque chose qui a été repéré comme largement porteur sur les pôles où c'est mis en place. Merci pour ce témoignage, Marie-Hélène. Bon, je pense que, eh bien, écoutez, compte tenu du fait qu'il semble que nous ayons peu ou prou épuisé les questionnements, je vais... il ne me reste plus qu'à vous remercier. Grand merci à tous pour votre engagement, pour votre intérêt en ce qui concerne les dispositifs de l'Office et notamment aujourd'hui ce dispositif enseignant-professeur. Et eh bien, écoutez, nous attendons les dossiers de candidature, vos dossiers de candidature et de vous lire. À très bientôt. Jérémy, peut-être tu veux dire un mot en clôture? Monsieur le directeur adjoint de l'Office. Non, je voulais te remercier pour la qualité de ta présentation et puis remercier tous les participantes et les participants. Voilà, c'est pour nous assez nouveau comme format et je pense que on pourra très largement le pérenniser. Et puis merci à Gaël également qui a contribué à assurer toute la partie de médiation et puis au service des DSDEN et du rectorat. Et puis donc bien vous préciser que si vous avez des questions complémentaires, de ne pas hésiter à nous solliciter en direct. Voilà. Bien sûr. Merci à tous, bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt. En tout cas, nous le souhaitons.